Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais discuter avec Thibaut des différentes perspectives, des différentes vues qu'on peut avoir sur l'argent, comment investir, comment le gérer. Donc, c'est un peu plus transversal que uniquement les crypto-monnaies. Et ça va dû de plusieurs discussions qu'on a eues autour de pourquoi certaines personnes voient la crypto-monnaie de telle manière, donc en très bien ou en très mal, mais aussi de l'argent en général. On se rend compte quand on discute que chacun a une vision assez particulière de l'argent. Il y en a, il faut le dépenser tout de suite parce que il faut se faire plaisir. Il y en a d'autres qui vont être plutôt radins et il y en a d'autres qui vont avoir encore une autre idée, on va dire. Et, euh, et dans le bouquin, en fait, il expliquait que personne n'est fou parce que tout le monde a eu des expériences personnelles, des circonstances et une éducation. Et au final, a découvert une toute petite partie de tout ce qui peut exister autour de l'argent. Et du coup, ça se transforme en sa vision. Et il citait notamment le fait que, bien sûr, quelqu'un qui est né en période de récession ou d'inflation dans certaines parties du monde, en fonction du contexte macroéconomique dans cette partie-là, bien sûr qu'il va avoir une vision totalement différente de comment gérer son argent, du ratio risque-opportunité, que quelqu'un qui est né dans un pays où tout allait bien, avec un marché des actions qui n'arrêtait pas d'augmenter. Et il fait la comparaison, par exemple, c'est entre, il me semble, si tu étais né en 1950 sur tes 20 premières années, donc quand ta jeunesse, c'est là où tu te formes pas mal d'idées sur ton argent. Si tu étais né en 1950, tes 20 premières années, mais le marché des actions était resté relativement plat. Et par contre, si tu étais né dans les années 1970, là, par contre, durant tes 20 premières années, le marché des actions a fait qu'augmenter très rapidement. Donc, bien sûr, ces deux personnes, évidemment, elles vont avoir une vision très différente de s'il faut investir dans des actions ou non. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe actuellement sur pas mal de sujets. Cette vision qu'ont les gens autour de l'argent, de l'investissement, de comment gérer, et même de sujets plus larges de société comme la retraite, le travail. Et des personnes comme peut-être de la génération d'avant ou même euh, deux générations en arrière de nous, parce qu'on est quand même assez jeunes encore. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des points de friction aussi, parce qu'on n'a pas eu les mêmes conditions au moment où on était jeune. Et donc, du coup, on a des visions du monde un peu différentes. Je ne sais pas si toi, tu as eu aussi cette impression, tu vois, quand tu discutes avec les gens, qu'on a des visions qui ne sont pas forcément conciliables et tu comprends pas trop, en fait, pourquoi l'autre personne, elle ne pense pas exactement comme toi. Je ne sais pas si ça t'arrive dans le monde de Si, la puis, crypto peut-être ou dans l'argent en général, vu que toi aussi tu fais sur ta chaîne, tu traites des sujets un peu plus transversals, ouais, transversaux plutôt. ce que tu as dit, pour moi, ça dépend pas forcément uniquement de l'âge non plus, parce que ça dépend de pas mal de critères, en fait. Les relations que tu peux avoir par rapport à l'argent, c'est surtout lié, je pense, au départ, à ton éducation et puis aux expériences de vie que tu as pu avoir. Tu vois, si quand tu es né, si tu as vécu toute ton enfance dans une famille où à chaque fois tes parents ils se disputaient par rapport à l'argent, tu n'auras pas forcément le même rapport que quelqu'un qui, pour lui, ce discours n'était pas forcément au centre à chaque fois des discussions et des préoccupations. Et ça va conditionner beaucoup de nos réflexions par la suite. C'est-à-dire que si déjà très tôt et relativement jeune, tu vas avoir une mauvaise expérience avec l'argent, bah forcément, tu vas le voir comme quelque chose de négatif. Et puis par la suite, enfin, tu auras beaucoup plus tendance à le voir comme quelque chose de négatif. Et puis par la suite, si par contre, tu te rends compte que bah, tes parents, ils ont été déjà dans un mood plutôt, tu vois, entrepreneurial, investissement, s'ils n'avaient pas eu trop de problèmes avec l'argent, derrière, pour toi, tu vas le voir, je pense, sans doute différemment. Et ça, c'est important de le comprendre. Je pense que c'est comprendre et saisir d'où on vient et les raisons qui nous ont poussés à penser d'une certaine manière et comment on peut faire par la suite pour changer éventuellement notre vision. Parce qu'au final, la réalité, c'est que l'argent, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est une énergie, c'est un démultiplicateur, ça offre des possibilités. Je pense que si on est un trou de balle en ayant peu d'argent, bah, si à un moment donné on commence à gagner beaucoup d'argent, on va avoir un démultiplicateur sur cet aspect-là. Et inversement, si on est quelqu'un de généreux qui a envie d'aider les autres, et ben, avec de l'argent, on va pouvoir avoir plus de possibilités et beaucoup plus de choix. Donc derrière, je pense que c'est vraiment cette idée-là qu'il faut prendre en ligne de compte.
Mais il y a beaucoup de gens qui vont se bloquer dessus en disant, voilà, aujourd'hui, c'est l'argent qui mène la danse surtout. Toutes les décisions sont prises par rapport à l'argent. C'est le système capitaliste qui pousse les gens justement à réagir de cette manière-là. Et je suis un peu d'accord, mais derrière, il y a la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'argent pour vivre. On ne peut pas payer les factures avec de la bonté, avec juste de l'envie ou de la générosité. Ça ne marche pas comme ça. Il faut un minimum d'argent. Et je pense que si on a envie de contribuer, enfin moi, c'est ma vision, si on a envie de contribuer, on pourra mieux le faire à partir du moment où on a quand même une certaine influence, où on a aussi une certaine capacité financière. L'argent, ça nous donne le choix de pouvoir passer plus de temps avec les personnes qu'on aime, le choix de pouvoir se focaliser sur les activités qui nous intéressent et de suivre la direction qui nous intéresse, nous, à proprement parler. Ça ne veut pas dire, et ça c'est l'idée qu'ont beaucoup de gens, qu'une fois que tu as de l'argent, tu fais plus rien, une fois que tu es libre financièrement, tu fais plus rien, tu es sur la plage et tu sirotes des noix de coco. La réalité, c'est absolument pas ça. En général, on continue de travailler énormément. Moi, aujourd'hui, je suis libre financièrement et je continue énormément de travailler et je pense même bien plus que certaines personnes qui sont encore dans un job salarié. Mais la vision que j'ai du travail est, je pense, complètement différente de celle que je pouvais avoir par le passé parce que je me focalise sur les choses qui m'intéressent et aujourd'hui, j'aime ce que je fais. Et beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils vont dans leur job salarié, vont travailler parce qu'ils sont obligés de le faire, récupèrent de l'argent uniquement pour payer leurs factures. Donc, c'est sûr que ça n'a clairement rien de motivant. Mais derrière, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que vous allez avoir de l'argent que tous vos problèmes aussi vont pouvoir être résolus. Des problèmes, il y en aura tout le temps. L'argent, ça permet un certain nombre de choses, un certain confort de vie et ça vous enlève un certain nombre de problèmes. Mais en aucun cas, ça va répondre à toutes les problématiques. Et un bouquin que je vous conseille vraiment qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, tu pourras mettre le lien dans la description, qui est vraiment super intéressant puisqu'il explique en fait les différences de mentalité qui existent entre ce qui lui caractérise les pauvres. Alors, il parle des pauvres, pas forcément des pauvres en termes financiers, mais des pauvres dans la mentalité par rapport à l'argent. Et il parle des riches dans la mentalité par rapport à l'argent. Il a fait ces deux distinctions. Donc, et il montre un petit peu les différents systèmes de pensée entre les deux. Je vais vous en donner quelques-uns, après tu rebondiras Théo, mais typiquement, tu vois, dans les pauvres, quand je parle des pauvres, encore une fois, je le répète parce qu'il y a des gens, des fois, ça les offusque, mais ce n'est pas les pauvres financièrement parlant, c'est vraiment les pauvres au niveau de leur mentalité par rapport à l'argent. Donc, ils disent typiquement, les pauvres veulent être riches, vouloir quelque chose ne suffit pas. Et pour les riches, typiquement, bah, ils sont engagés à être riches. Choisir d'être riche, c'est bien plus puissant. Ils pensent, tant qu'on n'est pas engagé et on a des hésitations, on risque de revenir sur des décisions et on n'est pas toujours, et c'est pas toujours inefficace. Donc en fait, l'idée c'est que derrière les pauvres, eux, ils veulent devenir riches. Les riches, eux, ils sont engagés à être riches, donc ils mettent des actions, ils mettent des choses en place pour parvenir à cet objectif. Et il y a plein d'autres exemples qui donnent, typiquement tout le temps dans la manière de parler, on va dire, on voit les choses en petit. Par exemple, je vais avoir tu vois, une petite maison, je vais avoir un petit lopin de terre. Tu vois, toujours, on va se fixer des petits objectifs parce qu'en fait, on a peur de voir les choses en grand, alors que les personnes qui vont avoir peut-être un ego un peu plus démesuré que les autres vont avoir tendance à avoir envie d'aller beaucoup plus loin. Et le fait de voir les choses en grand, ça va leur permettre d'être engagés vers des objectifs peut-être plus ambitieux. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont y arriver forcément, mais en tout cas, c'est, je pense, intéressant de le prendre en compte. Et ce bouquin rentre vraiment dans la psychologie qui peut marquer les différences entre les personnes qui peuvent avoir des soucis sur l'aspect finance et puis les autres qui, derrière, vont arriver à s'extirper de ces conditions-là et aller de l'avant, quoi. Ouais, après moi je vais apporter un peu de nuance parce que c'est vrai que ça c'est un peu des conseils, tu vois. Je pense qu'il y en a pas mal de personnes qui peuvent prendre ça un peu à l'américaine, tu vois, ouais, si tu veux, tu peux, vas-y, la mentalité riche et tout. Et c'est vrai que quand même, et moi c'est des trucs que j'ai découvert assez récemment parce qu'avant j'étais un peu plus comme ça peut-être, mais c'est vrai qu'il y a, comme on l'a dit au début, tout le contexte familial par rapport à l'argent. Donc c'est sûr que si tu es né dans une famille où il y a une gestion de l'argent qui est pas forcément optimale, que les gens n'ont pas forcément trop d'épargne ou qu'ils n'ont pas eu un contexte qui leur permet de découvrir ou qui leur permet de développer une culture financière un peu plus poussée, ben, t'es pas parti avec les mêmes opportunités, les mêmes chances que quelqu'un qui a découvert. Tu vois, il y a aussi tout ce côté self-made made. Ouais, moi je me suis fait tout seul, je suis parti de rien. Ouais, enfin, si tu avais les contacts de papa, une bonne éducation financière et un petit coup de pouce, tu vois, même si toi, tu considères que 50 000 euros qui t'ont donné pour commencer ta boîte, c'était pas grand-chose. Pour certaines personnes, c'est énormément, c'est beaucoup, c'est plus qu'ils pourraient espérer. Et après, il y a aussi tout le côté
comme j'ai dit, social. Et après, le côté chance, un peu, tu vois, parce que des fois, on parle les personnes qui ont beaucoup de succès. Et il y a plein de bouquins, plein de trucs qui démontrent qu'ils sont jamais faits tout seuls, premièrement. Donc, il y a soit le contexte familial, le contexte social, et il y a aussi le côté chance. On en a parlé sur d'autres vidéos. Les Mark Zuckerberg, les Bill Gates, tu vois, tous les grands millionnaires qui sont adulés par beaucoup de personnes dans le monde. Regarde, c'est possible, ils sont partis de rien. Alors, en général, tu vois, il y a plein de facteurs qui ont fait qu'au final, ils ont eu cette réussite, que ce soit social, économique, mais il y a aussi un peu de chance, un peu d'être, tu vois, entre la prise de risque inconsciente et avoir beaucoup de chance. Quand ça marche bien, le mec que tu considères comme un génie, quand ça marche pas, il perd tout, il tombe dans l'oubli. Donc il y a aussi toutes ces nuances à apporter. Et c'est vrai que moi C'est clair. j'aime bien le rappeler parce que d'un côté, je suis totalement d'accord que si tu fais rien, tu attends sur ton canapé, tu attends l'événement, je veux devenir riche, je veux gagner au loto, ben, il y a très peu de chances que ça se passe. Si tu fais rien en place, tu n'auras rien, ça c'est sûr. Mais il faut aussi quand même mettre, tu vois, des nuances et dire tout le monde peut pas être super riche. Il y a quand même une part de chance. Et après, il faut, tu vois, c'est quand même mieux d'être dans cette mentalité. Bon, je vais quand même essayer d'en sortir. Tout ça, parce que, et on en parlera dans d'autres vidéos et on continuera d'en parler, on en a déjà parlé. Il y a des grandes tendances, il y a des, euh, des choses que tu peux apprendre qui se conservent dans le temps et que tu peux essayer de mettre de ton côté. Tu vois, c'est euh, l'investissement, par exemple, dans le marché des actions, on a parlé plusieurs fois qu'on sait qu'il y a un rendement positif entre 6 et 10% sur 10, 20, 30, 40 ans. Les rendements composés, mettre en place le plus tôt possible. Tout ça, c'est des choses qui, en principe, devraient continuer de marcher, tu vois. Après, c'est sûr que les rendements, c'est pas sexy, tu vois. Ça va être des petits rendements petit à petit sur plusieurs dizaines d'années et à la fin, tu auras sûrement des résultats assez importants. Mais c'est sûr que c'est pas rapide et c'est pas l'événement, tu vois. Il faut mettre des choses en place petit à petit, régulièrement, avoir un peu de paranoïa, gérer son risque et avoir un peu de frugalité. Et c'est vrai que ça fait pareil. Tout ça, Mm. t'as envie de devenir riche rapidement. Et après, je voulais aussi faire un point sur ce qu'on avait dit au début. Peut-être pour revenir un peu plus sur les cryptos et sur la vision aussi qu'ont certaines personnes. Et notamment, moi, des fois, j'ai eu pas mal de frictions avec des gens qui étaient peut-être plus âgés. Et je me suis rappelé d'une vidéo que j'avais vue sur Robert Kiyosaki, qui au final, lui, tu vois, le gourou de la finance personnelle, au travers de prendre de la dette pour investir dans l'immobilier, parce que lui, c'est ce qui a marché pour lui dans les années 70-80. Tu vois, la vision est peut-être un peu plus décalée maintenant, parce que prendre de la dette dans le contexte actuel, tu peux vite te détruire rapidement. Tu vois, le marché de l'immobilier, on ne sait pas trop ce qu'il peut donner, et il peut y avoir une récession. Donc, quand tu es dans un contexte de cycle haussier perpétuel, avec le prix qui n'arrête pas d'augmenter, mais là, oui, c'est sûr, tu as intérêt à prendre de la dette, tu as intérêt à le faire, mais peut-être que les circonstances ont changé. Et je pense qu'il y a aussi, de façon plus large, la génération d'avant qui ont peut-être eu d'autres circonstances, ils ne comprennent pas pourquoi nous on investit dans la crypto-monnaie ou ils ne comprennent pas l'intérêt ou pourquoi on prend du risque parce que c'était pas le même jeu, tu vois, le game était différent. Si tu avais, on en a déjà parlé aussi, tu vois, mais si tu avais un diplôme, un bon diplôme, un bon travail, bon, si tu faisais pas trop de vagues, concrètement, tu peux avoir une bonne vie. Tu pouvais t'en sortir financièrement, tu avais assez pour payer ta maison, ta bouffe, partir en vacances. Nous, ça a changé, tu vois. Donc, du coup, on voit peut-être plus l'intérêt de prendre un peu plus de risques ou de faire les choses différemment. Parce que si on joue le jeu comme eux, ils l'ont fait et ce qui a marché pour eux, il n'y a aucune garantie que ça marche. Tu vois, c'est le même jeu, mais les règles ont changé, quoi. Ouais, puis il y a pas mal de choses qui sont remises en question, tu vois? On en a parlé, sur pas mal d'échanges qu'on a pu avoir ensemble sur des lives sur YouTube et puis même sur certaines vidéos. Tu vois, typiquement le système des retraites, oui, il y a quelques années en arrière, tu pouvais planifier potentiellement, ta retraite et puis tu pouvais te dire, par la suite, les gens «cotiseront» entre guillemets, pour moi ou me permettront d'avoir un train de vie qui soit décent à la retraite. Là, on voit ce qui s'est passé dernièrement, en France et plus on avance, plus ça risque d'être compliqué, en tout cas pour les jeunes générations, à avoir une retraite décente, si ce n'est à avoir une retraite à proprement parler, parce que ça se trouve, il n'y en aura pas du tout. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc déjà, rien que par rapport à ça, comment tu planifies ta vie? Comment tu planifies aujourd'hui, je sais pas, ton emploi salarié, si derrière, quand tu... Beaucoup de gens disent en fait, je cotise. Tu vois, je cotise pour ma retraite aujourd'hui, je travaille, je cotise pour ma retraite. Non, tu cotises pour celle des autres. Après, c'est qui va cotiser pour toi? Et avec la pyramide des âges, tu te souviens, on en avait parlé et tout. D'ailleurs, qui va cotiser pour toi quand toi, tu seras à la retraite? Et les chiffres, les données, les analyses qui ont été faites aujourd'hui prouvent que ça risque de devenir de plus en plus compliqué. Donc,
Comme moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a plein de choses qui sont en train d'arriver, beaucoup de changements et de bouleversements qui vont arriver, sur le marché. On avait parlé aussi de l'IA, l'intelligence artificielle qui va, modifier profondément notre manière, de créer de la valeur, de proposer des produits, des services. Je crois que tu avais donné un chiffre, c'était 300 millions d'emplois qui risquaient d'être, mis sur la sellette avec l'arrivée de l'IA dans les prochaines années. D'ailleurs, on voit qu'il y a pas mal de gouvernements qui brandissent un petit peu, des barrières en disant attention, on va limiter le développement de l'IA et tout parce qu'aujourd'hui on n'est pas prêt. Mais de toute façon, c'est que partie remise. Pour moi, l'IA de toute façon fera partie de nos vies dans les prochaines années, tout comme la crypto. Et derrière, bah, je pense que la meilleure manière pour pouvoir se protéger, c'est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus, puisque si aujourd'hui, même si vous avez fait des grandes études, même si vous avez des diplômes tout le tour du ventre, vous n'êtes pas exclu demain d'avoir des bouleversements importants avec l'arrivée de l'IA sur le marché. Tu vois, j'en parlais la dernière fois avec des développeurs, des personnes qui peuvent être très bons en code, en développement ou ce que vous voulez. Je suis persuadé que dans plusieurs années, l'IA le fera mieux que ces personnes-là, pour beaucoup moins cher. Donc après, peut-être qu'il y en aura certains qui auront toujours une expertise, peut-être que l'IA aura du mal à cerner, mais ça remet en perspective aussi la notion de précarité dans l'emploi. Et moi, ma vision, c'est que la meilleure manière de se protéger, c'est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. La crypto, c'est un moyen d'accélérer l'atteinte de ses objectifs financiers parce que c'est sûr que la crypto, on peut avoir des résultats bien plus intéressants que en termes de performance que sur les autres classes d'actifs. Par contre, en termes de risque, on est d'accord que ça n'a rien à voir. Mais derrière, je pense que miser contre la crypto ou ne pas être éveillé à ce nouvel écosystème, ça pourrait faire mal à beaucoup de personnes, puisque bah, oui, si tu investis en bourse, oui, tu as un historique qui est super important, il y a eu plein d'analyses fondamentales et plein d'analyses sur des dizaines et des dizaines d'années qui montrent que c'est un marché qui a toujours été croissant, qui sera encore porteur dans les prochaines années. Mais si on n'a pas envie, en tout cas en tant que jeune, d'attendre nos 65 ans pour pouvoir espérer avoir notre retraite ou pouvoir vivre notre capital, bah, peut-être qu'il faut se tourner vers des leviers peut-être un peu plus risqués, tout en les contrôlant bien évidemment, comme par exemple la crypto ou le levier entrepreneurial que moi j'ai beaucoup utilisé aussi, tu vois. Mais je pense qu'on peut plus se reposer sur la vision qu'on pouvait avoir il y a quelques années en arrière, puisque la vie n'a, selon moi, plus rien à voir. Tu vois, les circonstances de marché n'ont plus rien à voir, les taux n'ont plus rien à voir non plus. Tu vois, les prix de l'immobilier, pareil, n'ont rien à voir. Tu prends il y a 50 ans, dans des grandes villes, tu pouvais te permettre d'acheter ta résidence principale et puis même vivre avec un seul salaire dans un couple. Aujourd'hui, c'est presque plus possible, hein. Même si tu commences à gagner quand même plutôt bien ta vie, il suffit que tu aies une femme et puis deux enfants, ça commence à être compliqué pour vivre avec un seul salaire, hein. Alors qu'il y a quelques années en arrière, on pouvait encore le faire, tu vois, avec l'inflation, avec tous ces trucs. Aujourd'hui, un jeune qui veut se payer un appartement dans une ville comme Paris, Lyon ou d'autres grandes villes, c'est quand même tendu, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a quand même une nouvelle dynamique à prendre en ligne de compte et de se dire que bah, la meilleure manière de se protéger, c'est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus, d'investir son capital en gérant son risque, en se formant, etc. C'est des choses qu'on répète depuis le début, mais je pense que c'est super important de le concevoir, quoi. Ouais, pour compléter, pour dézoomer peut-être un peu aussi, et ça c'est quelque chose qui fait pas plaisir. Après c'est un peu la théorie, j'ai pas forcément de données ou quoi pour le baquer, mais c'est issu de plusieurs voilà, mes connaissances et ce que j'ai pu lire. C'est au final, tu vois, l'exponentialité des changements et la rapidité vers lequel on avance. Tu vois, j'avais vu un exemple sur l'aviation. Alors, j'ai pas les données en tête, me crucifiez pas dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que c'était en 60, 70 ans, on est passé de pas avoir d'avion du tout à envoyer des hommes sur la Lune. Donc, on se rend compte que le changement technologique, les changements sociétals, ça s'accélère de plus en plus. Et et l'IA, justement, tu vois, c'est un exemple de tout ça. On est passé, tu vois, la crypto-monnaie, c'est pareil, des inventions qui n'existaient pas, qui commencent à arriver, qui vont tout bouleverser et avec des cycles qui se répètent de plus en plus rapides. J'avais vu aussi le premier smartphone, il me semble que c'était autour des années 2010, tu vois, c'est vraiment tout récent quand Apple a sorti son smartphone. Moi, je me rappelais, tu vois, avant, j'avais un vieux, en 2000, même 2012, 2013, j'avais un vieux BlackBerry, tu vois, c'était même pas un vrai smartphone, tu vois, c'était le BlackBerry avec le bouton au milieu, tu vois, c'était pas un écran tactile ni rien. Et ça fait à peine 10 ans, tu vois. Après, je peux pas dire que je suis âgé et tout, tu vois, mais ça fait à peine 10 ans, on n'avait même pas encore de smartphone. Et là, on a des smartphones, on est toujours connecté dessus, ça va de plus en plus vite. Et je pense que ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que ça va aller de plus en plus vite. Et ça va être de moins en moins prévisible ce qui va se passer. Et ça, de manière générale, ça peut être l'IA, ça peut être les cryptos, ça peut être l'investissement, le monde du travail, tout ce que vous voulez. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a
pas mal de gens qui sont pas forcément bien parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est quand c'est précis, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a le contenu qui marche bien. Et les gourous, c'est parce qu'ils te disent un truc précis, tu vois, j'arrive avec ma théorie, on va faire du forecasting de prix, le Bitcoin à tel prix, il va se passer ça, il va se passer ça. Et ces personnes, au final, c'est celles qui attirent le plus de gens et qui ont la plus grosse communauté parce que les gens, t'es attiré par ça, en fait. Tu as envie de savoir ce qui va se passer, tu as envie de sentir au moins en partie que tu as une contrôle, que tu sais ce qui va se passer, que tu vas faire du prévision. Enfin, le forecasting, ils te le demandent tout le temps, tu vois, dans l'entreprise, quand ça va se passer, quel pourcentage de chance tu penses que ça va arriver, quelle période de temps, tu vois, c'est parce que les gens, ils veulent se sentir en confiance. Mais la vérité, c'est que nous qui avons un discours un peu plus modéré, tu vois, ouais, tu sais pas trop ce qui va se passer, tu planifie large, prendre la marge d'erreur, mais reste pas immobile parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez difficile et qui fait pas plaisir à entendre. C'est qu'au final, il y aura de plus en plus d'incertitudes. Bon, si tu rajoutes en plus le changement climatique, bon, il y a plein de choses, tu vois, que dans la génération, on voit arriver. Et tu te dis, ouais, il va falloir vraiment bouger et rester mobile, tu vois, parce que si tu restes là à jouer avec les anciennes règles, à pas te renseigner un petit peu, mais que ce soit dans l'investissement, mais tu vois, dans plein de domaines de vie, ça va être compliqué, tu vois. Je pense que ceux qui seront plutôt agiles, qui pourront bouger, changer, rester ouverts d'esprit, surtout aussi aux différentes choses pour pas se fermer de porte, il va falloir être pas rester sans rien faire, tu vois, assis sur ton fauteuil et attendre que ça arrive, parce que ça va être compliqué sinon. Ouais, et puis, tu vois, après, je pense que, comme tu l'as dit un peu plus tôt, l'être humain, il déteste, l'inconstance, tu vois? Il a envie de pouvoir planifier, il a envie de savoir avec certitude, sur quel pied danser et ce qui risque potentiellement d'arriver. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Tu vois? Il y a aucune personne qui serait capable de faire des prévisions à coup sûr de ce qui va se passer. Moi, je reste convaincu, par exemple, tu vois, que les crypto-monnaies seront là dans plusieurs années. Les vraies cryptos, hein, je parle pas, pour le coup des CBDC et tout, même si je suis convaincu qu'elles arriveront. D'ailleurs, elles sont même déjà là. Que l'IA, pareil, fera partie de nos vies et tout. Après, une fois qu'on part de ce constat-là, on peut se poser tout un tas de questions, de se dire, c'est quoi les dérives? Tu vois, c'est quoi les problématiques que ça peut engendrer? C'est quoi les problèmes, notamment les concentrations de richesse, les concentrations de pouvoir, parce qu'il y en aura, hein. L'IA, comme on a pu le voir avec l'apogée d'Internet, aujourd'hui, Internet, 90% de la valeur qui est proposée et qu'on est capable de retrouver sur Internet, c'est détenu par 10 grosses boîtes dans le monde entier, hein. Les autres, les 10% restants, c'est détenu par des centaines de milliers de boîtes après autour du monde, mais il n'y a que 10 boîtes qui se partagent plus de 90% du gâteau. C'est juste fou, en fait, déjà, quand tu penses par rapport à ça. Et je suis convaincu que l'IA, ça fera exactement la même chose, de toute façon. Donc, dans ce monde-là, comment on fait pour pouvoir se protéger au maximum? Pour moi, la meilleure manière de le faire, c'est déjà de reprendre en main ses finances. Tu vois, je vois pas comment on peut aujourd'hui se dire je veux me protéger, je veux faire les choses correctement, si derrière tu dépends que d'une seule source de revenus. Et même, encore une fois, je le répète, mais même si tu as fait un job et que tu as aujourd'hui fait des études importantes, tu vois, il y a une étude qui montrait que tous ceux qui font aujourd'hui, par exemple, des analyses de données big data et tout, tu vois, c'est des gens qui sont très bons hein, dans ce qu'ils font. Mais l'IA, dans les prochaines années, sera capable de faire ça bien mieux qu'eux. Dans l'analyse de données en temps direct, à l'instant T, pareil, tout ce qui est lié aux comptables, experts comptables, la mise en place de certains contrats, tu vois, même les avocats et tout. Je ne dis pas que tous vont se faire remplacer, mais on ne sait pas aujourd'hui à quel point l'IA sera capable de faire les choses mieux que certains corps de métier et même des corps de métier avec une expertise aujourd'hui importante. Imaginez que demain, j'en avais parlé lors de notre dernier live avec les jeux vidéo par exemple, euh, il y a une boîte qui s'est lancée et qui aujourd'hui c'est pas encore au point, mais qui permettrait aux utilisateurs de demander à l'IA de créer des jeux vidéo sur mesure. Donc voilà, aujourd'hui je suis avec trois potes, je veux jouer à un jeu de survie avec de la VR, avec qui ressemble à tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu, voilà, bah, tu donnes tous les paramètres à l'IA et l'IA va te créer un jeu sur mesure uniquement pour toi à l'instant T. Ça veut dire que toutes les boîtes aujourd'hui, à Blizzard, Riot, je sais pas, il y a aussi mince, tous ceux qui ont fait Ubisoft, tu vois, Ubisoft et tout, toutes ces boîtes-là, derrière, si elles ne se mettent pas à l'IA, tu as beau refuser en fait ces nouvelles technologies, et au bout d'un moment, tu te dis, la compétition, elle est là, l'offre et la demande sera là aussi. Donc après, comment tu t'adaptes à ça? Et c'est que la partie émergée de l'iceberg. On en avait parlé aussi avec la création de contenu, tout ce qui va arriver avec
la création de contenu sur Internet et à quel point tu seras capable après de faker les informations sur Internet de manière presque imperceptible pour un être humain, les fake news, tout ce qui risque d'arriver, comment on pourra être capable d'avoir un esprit critique dans cet environnement-là. Mais pour moi, tu vois, c'est pas en se disant je refuse l'arrivée de ces technologies qu'on va arriver à s'en protéger. Moi, mon parti pris, c'est que vu que je ne sais pas ce qui va se passer, je me forme à tous ces sujets, j'essaie de les comprendre, j'essaie de les appréhender, j'essaie de les apprivoiser et de comprendre comment je serai capable de les utiliser pour mieux me préparer par la suite, parce que le pire risque qui puisse arriver, la pire chose qu'on puisse faire en fait aujourd'hui, c'est de ne rien faire ou de se mettre des œillères et de se dire de toute façon ça n'arrivera pas à moi, il ne m'arrivera rien et on peut se réveiller quelques années après en se disant j'ai peut-être pas pris la meilleure décision, tu vois. Ouais, mais après, je pense que je suis totalement d'accord. Et surtout, après, c'est peut-être un peu plus difficile à mettre en place, mais c'est se former sur plein de sujets. Moi, je suis quelqu'un quand même qui est assez curieux. Et en fait, Mm. j'ai tendance à chercher plein de sujets pour avoir au moins des petites pistes, tu vois. Et c'est vrai que du coup, pour donner l'exemple de l'IA, tu peux pas ça, tu sais pas ce que tu sais pas, en fait. Et il y a plein de C'est personnes, sur la viralité des images qui sont sorties, notamment avec Midjourney, je sais pas si tu as vu passer la photo du pape ouais. en doudoune de sport, la photo, tu vois, c'est tellement réel maintenant que tu peux il y a plein de gens qui l'ont partagé. Si ça a été viral, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, ah, mais regarde, machin, on va le faire passer. On arrive à un point où tu sais plus trop comment interpréter, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais et si tu sais pas qu'il existe, par exemple, Midjourney V5 ou des outils d'intelligence artificielle qui permettent de faker à ce point-là, tu peux même pas avoir de doute en fait. Tu dis, mais regarde, il y a le pape, il a mis sa doudoune sa doudoune de grand luxe et tout, c'est waouh et tout. Et juste d'avoir des petites infos, tu vois, des fois tu dis, ah mais attends, mais ça j'ai vu un truc peut-être que, et ça peut te remettre, tu peux avoir des éléments pour aller remettre en cause ou au moins avoir d'autres éléments, d'autres pistes de réflexion que si tu arrives devant une information et t'as jamais touché de près ou de loin le sujet. Donc c'est aussi c'est ce qu'on fait, tu vois, sur nos chaînes, hein, c'est très curieux. Bien sûr, on a nos thématiques principales, mais on va aller aborder des thèmes transverses aux thématiques parce qu'on s'intéresse aussi. Et je pense que ça sera de plus en plus important, pardon, de garder cet esprit ouvert d'esprit, curieux, parce que si tu fais pas ça, à mon avis, ça va être de plus en plus compliqué. Donc je sais pas si Mm. peut-être on va arrêter là, parce que la vidéo Ouais, parce commence que à la être vidéo est assez déjà longue, assez je vois. longue. Donc, ben, si, comme comme on vient de le voir, si ça vous intéresse, ces thèmes transversaux, voilà, où on échange librement sur des sujets dont voilà, on s'intéresse, on partage. On n'est peut-être pas, voilà, on n'a pas la science infuse, on n'est pas expert de chaque sujet indépendamment, mais c'est quand même des choses qui sont intéressantes à aborder, ne serait-ce que voilà, pour découvrir certaines choses. Parce que des fois, moi, j'écoute des interviews et tu as des informations, tu te dis, ah, ben, ça, c'est intéressant, tu vas creuser, et petit à Mm. petit, ben, c'est comme ça qu'on en est arrivé là, tout simplement. Donc, ben, si ça vous intéresse ce type de contenu, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à ma chaîne. Je vous mets aussi la chaîne de Thibaut, Éternel étudiant, où il parle investissement, entrepreneuriat, finances personnelles, donc des thèmes transversaux et complémentaires. Donc, n'hésitez pas à le suivre. Et je vous mets aussi finalement dans la description de la vidéo, comme d'habitude, mon guide offert pour avoir les bases de l'investissement dans la crypto-monnaie. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Et pour notre part, ben, on vous laisse et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.